Commencer. Donc, bonjour tout le monde, 14 heures. On est aujourd'hui ici pour jaser de MST à distance. Donc là, vous avez accès à votre caméra, micro. Dans l'interface de VIA, on vous demanderait d'attendre la période de questions. On a du matériel pas mal à vous présenter. On veut que tout le monde puisse tout voir. Puis à la fin, là, à peu près dans 50 minutes, une heure, on aura la possibilité de jaser, répondre à vos questions en live. D'ici là, utilisez le clavardage donc, pour nous dire qui vous êtes. Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde, d'où vous venez. Et si jamais vous avez une question sur ce qu'on dit, posez-la. On essaie de suivre le plus possible. N'hésitez pas à reposer votre question. Si jamais vous en avez posé une, puis ça fait quelques minutes, puis personne n'a répondu, reposez-la. Donc, c'est pas impoli, c'est juste que nous, des fois, il y a plein de choses qui se passent en même temps, puis on essaie de faire ça le plus possible adéquatement, mais on peut en échapper. Donc, n'hésitez pas à reposer votre question. Sinon, on a nos adresses courriels qui seront accessibles pour pouvoir nous poser la question après le webinaire. Webinaire qui est enregistré, donc vous pourrez regarder, rediffuser auprès de vos collègues ce qu'on va avoir dit ici aujourd'hui. Donc, on va débuter ça tranquillement. La présentation qu'il y a à l'écran actuellement, vous pouvez l'avoir sur le web, donc vous pouvez avoir la présentation accessible directement sur Internet. L'avantage d'avoir cette présentation-là, c'est qu'il y a des GIFs animés qui présentent du contenu et les liens sont accessibles, contrairement à la page que vous avez actuellement dans VIA, où là, peu importe le lien, il n'est pas cliquable. C'est une des façons que VIA travaille, donc on n'a pas accès aux liens. C'est pour ça qu'on va en mettre plusieurs dans la colonne du clavardage, comme on vient de mettre, pour pouvoir vous donner un peu accès à ce qu'on vous présente. Donc, le plan du webinaire qu'on va passer l'heure et quart qu'on passe avec vous autres aujourd'hui. Donc, qui êtes-vous? C'est fait en clavardage, donc on vous présente, on va se présenter dans quelques instants pour notre part. On va vous jaser des outils de classe virtuelle, donc comment créer sa classe virtuelle. On va vous parler d'approches pédagogiques à utiliser avec les élèves à distance et le numérique. On va également vous présenter des outils, donc 3 catégories d'outils, des animations simulations, Desmos et Gebra, donc des plateformes collaboratives de mathématiques. Ensuite, une courte liste d'autres applications qui peuvent être utilisées avec vos élèves pour faire des maths et sciences. À la fin, on veut former des groupes qui vont se faire former sur un sujet bien précis. Donc aujourd'hui, c'est la distance en général, des outils en général, etc. Mais dans les prochaines semaines, on va vous donner un horaire de formation. Donc, vous aurez à nous indiquer sur quel objet, quel outil vous voulez être formé. Et vous allez avoir un petit formulaire à compléter. Puis, si vous voulez diffuser également le formulaire pour que d'autres collègues puissent profiter de ces formations-là qui ont été faites en ligne, ben, c'est possible de le faire. Et à la fin, donc, comme je l'ai dit, il y aura une période de questions-commentaires, ainsi qu'un petit formulaire de rétroaction sur ce que vous avez fait comme rendez-vous virtuel du récit. Donc, je me présente, Pierre Lachance, conseiller au récit Maths Sciences Technologie, et je vais laisser mes collègues se présenter à tour de rôle. Louise. Oui, Louise Roy, donc je fais partie de l'équipe Récit MST et mon mandat porte sur les mathématiques en FGA. Sonia. Bonjour, Sonia Fizette, je fais partie aussi de l'équipe évidemment. À la Sonia. Alors bonjour tout le monde, mon nom est Sonia Fizette effectivement et dans le fond je dessert principalement le primaire autant en mathématiques qu'en sciences. Raoul. Bonjour, je suis Raoul Kamga, membre de l'équipe Récit MST. Bonjour, mon nom est Stéphanie Rioux, membre aussi de l'équipe Récit MST. Dans l'équipe, je m'occupe principalement du volet mathématiques au secondaire. Et on a Marc-André Mercier qui essaye de se reconnecter, a peut-être un petit problème, mais il va réapparaître tantôt, on l'espère, sinon on va être obligé de dire ce qu'il avait à dire, on n'a pas appris son texte. Donc ça, c'est notre équipe RCMST. On a une personne de plus qui ne pouvait pas être là cet après-midi, donc Jonathan Desaulniers, qui s'occupe, lui, de créer le cours de mathématiques à distance, là, qu'on est en train de faire au récit
MST, Raoul étant la personne qui fait le cours de sciences pour la formation à distance. Donc, le plan, c'est le plan qu'on vous propose. On va aller tout de suite dans la première partie. Donc, il y a une auto-formation. Vous avez peut-être vu passer ça à travers le lien public, l'annonce qui a été faite pour le présent webinaire. Donc, nous avons une auto-formation en ligne. Donc, sur le campus Récit, on a mis une séquence, donc un genre de parcours à voir pour être capable de comprendre comment faire des maths, comment faire des sciences avec ses élèves à distance, des trucs, des approches, des outils. Donc, vous avez ça à l'adresse que je viens de publier là, dans le clavardage. Cette auto-formation-là est gratuite. Vous n'avez qu'à vous inscrire à l'auto-formation pour pouvoir vous créer un compte dans le campus. Ensuite, vous inscrire dans le cours pour pouvoir profiter du cours pleinement, avoir votre badge, vos badges, entre autres, etc. Donc, ça, c'est le cours MST à distance qu'il y a sur Campus Récit. Le webinaire d'aujourd'hui veut essayer de vous présenter en gros cette formation-là. Donc, on va sûrement dire des choses que vous avez peut-être lues si vous avez vu l'auto-formation, que vous allez lire dans l'auto-formation. Donc, aujourd'hui, on présente dans le webinaire cette formation-là qu'on a publiée. On vous donne des idées, on essaie de dire, OK, regarde, vous voulez faire ça pour qu'après, vous puissiez venir vous faire former sur des outils plus précis. Donc, c'est le but d'aujourd'hui et de l'auto-formation. Il y a aussi un autre site, J'apprends de la maison, qu'on a mis en place dans le cadre du COVID-19, donc pour les élèves. Donc, c'est un site qui a été pensé pour qu'un élève rentre là et puisse apprendre par lui-même à programmer, à créer des choses dans divers outils de programmation. Donc, c'est vraiment axé programmation et création. Donc, J'apprends de la maison. Vous avez le site qui vient d'apparaître dans le clavardage. Donc, n'hésitez pas à envoyer aux élèves, à y aller voir aussi. C'est pour les élèves, mais vous pouvez l'utiliser également pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait en maths, sciences avec certains outils de programmation. Donc ça, aujourd'hui, on fait un tour des approches, comment on travaille à distance avec les élèves, avec quel outil. Donc, c'est parti. On va commencer par la classe virtuelle. Donc, Sonia va vous présenter à quoi ça sert et surtout, qu'est-ce que le RCMST peut faire dans ce cas-là, parce que ce n'est pas vraiment nous qui va vous montrer utiliser une classe virtuelle. Sonia. OK, alors bonjour, bienvenue avec tout ce qu'on va vous présenter. Comme on disait, dans un premier temps, on s'intéresse beaucoup aux conditions gagnantes pour mettre ça en place et à la philosophie de notre approche. Alors, je vous présente la classe virtuelle. Souvent, on parle de ENA, donc l'environnement numérique d'apprentissage. C'est vos commissions scolaires, souvent les récits locaux qui vont faire des formations. La plupart des commissions scolaires utilisent différents outils, donc ça peut être la plateforme avec Google, avec Microsoft. Ça peut être Moodle, donc souvent on va passer soit par Classroom, par Teams. Alors, c'est des exemples, comme je le disais, ce sont vos commissions scolaires souvent qui vont donner par les récits locaux la formation, mais il y a aussi sur le site du Campus Récit quelques auto-formations qui sont là où vous pouvez aller chercher plus d'informations. Nous, ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est quels seraient les principes de base qui devraient guider un peu l'organisation de votre classe virtuelle. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est de vous outiller pour que vous ayez un endroit où vous allez déposer vos activités, vos projets, par exemple, les capsules vidéo, pour que vos élèves y aient accès. Alors, la personne qui vient de prendre un téléphone, on va vous inviter à enlever votre micro. C'est Nadia Raté qui est en train de discuter. Madame Raté, si vous êtes capable d'enlever votre micro en cliquant en haut à gauche. C'est bon, merci. Alors, lorsque vous avez envoyé les activités à vos élèves, donc, on va vous demander aussi, on va vous suggérer des solutions puis de réfléchir à est-ce que vous voulez communiquer avec vos élèves de façon synchrone ou asynchrone, donc en direct avec vos élèves ou vous allez leur partager des activités puis après, selon les moments où ils seront disponibles, ils vont pouvoir faire les activités. Comment vous allez faire pour collecter, dans le fond, les travaux ou les devoirs de vos élèves? Comment vous allez faire pour les questionner? Pour qu'ils avancent, pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils apprennent comment vous allez faire pour rétroagir. Est-ce que vous allez le faire vous ou est-ce que les élèves vont le faire entre eux autres? Donc, tout ça dans le but de suivre l'évolution de vos élèves. Alors, c'est vraiment des éléments à réfléchir pour l'organisation d'une classe virtuelle. Donc, la classe virtuelle, comme je disais avant de donner la parole à Sonia, votre commission scolaire a sûrement un outil officiel ou deux, peut-être qu'ils ont choisi deux. Voyez auprès de vos CP, services locaux du récit.
les CP, les services éducatifs, votre école aussi. Donc, il y a sûrement des formations mises en place, des tutoriels, comment utiliser tous ces outils-là, que ce soit les Google Classroom, Moodle ou autre. Une fois que vous avez votre classe virtuelle, c'est là que nous, on rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que là, on veut faire des maths, des sciences avec les élèves. Donc, j'ai bien dit le mot faire, pas juste enseigner. Donc, vous allez voir tout au long du webinaire, on va revenir souvent là-dessus. Notre mandat à nous, c'est que l'élève utilise les technologies, utilise le numérique dans ses apprentissages et on va essayer de vous donner des trucs, des bons outils pour réaliser ça, pour faire ça. Donc, pas juste les utiliser pour enseigner, mais bien que l'élève apprenne avec le numérique. Donc, le bottin des personnes ressources est dans le clavardage. Donc, vous pouvez trouver votre CP de service local à cette adresse-là. Donc, votre commission scolaire a une personne désignée au récit. Puis là, nous, ben, une fois que vous avez votre classe, on nous disait, on s'en va faire des maths et on va commencer par une approche qu'on appelle APP. Donc, mon collègue Raoul, l'expert en formation à distance de l'équipe, va vous en jaser. Donc, je vais vous parler de l'approche APP. Pourquoi cette approche? Vous savez, un cours en formation à distance, si on ne le planifie pas bien, il est plate. Si on ne le planifie pas bien, les élèves vont dormir. Si on ne le planifie pas bien, l'enseignant va s'ennuyer. Si on ne le planifie pas bien, on ne va pas pouvoir accompagner chaque élève de la meilleure façon possible. Donc alors, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pouvait vous proposer? Donc on a pensé à notre approche qu'on a l'habitude de faire dans nos formations et on a contextualisé pour que ça puisse fonctionner avec la formation à distance. Donc il s'agit d'une approche par projet ou d'une approche par problème, mais contextualisée. Alors dans cette approche, on aimerait que l'élève puisse apprendre à travers un projet ou à travers un problème. En ce moment, on redonne vraiment toute la place à l'erreur, la place aux imprévus, à sa façon de s'adapter avec les imprévus, en fonction des imprévus. On le remet au centre de son apprentissage. Donc, c'est vraiment lui qui travaille. Puis là, l'enseignant, son rôle est repensé. Il est vraiment plus en mode guide, en mode coach, en mode encadreur. Donc, comment ça se passe l'APP? En fait, dans l'APP, il y a la version enseignante et puis la version élève. Dans nos auto-formations, vous allez voir les deux versions, mais ici, on va juste vous présenter la version élève pour vous expliquer à peu près c'est quoi son parcours dans cette approche qu'on vous présente. Donc, au début, il est question pour l'élève d'analyser le problème ou le projet qui lui a été proposé par l'enseignant. Donc, ça veut dire que l'enseignant propose un projet ou un problème. On conseille que ce problème soit ouvert, donc qu'il y ait plusieurs façons de le résoudre ou qu'il y ait plusieurs solutions pour répondre au problème ou plusieurs démarches. Il en est de même pour le projet, donc ça doit être des projets ouverts. Et puis après que l'élève a analysé le problème ou le projet, qu'il a collecté les données, qu'il a prélevé les données manquantes, qu'il s'est questionné sur ce qui existe dans le problème, on va lui demander d'émettre des hypothèses. Il émet des hypothèses ici dans le but de savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire avec les connaissances actuelles, les connaissances qu'il a actuellement, avec ses prérequis, ses acquis, qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il pense du problème qui a été posé. Là, on est déjà en mode réflexion chez l'élève. Après ça, vous lui demandez d'explorer des ressources que vous lui aurez proposées. Ça veut dire que l'enseignant va proposer un ensemble de ressources. Dans les diapos qui vont venir, on va vous proposer des outils pour concevoir des ressources pertinentes en exploitant le potentiel du numérique. Donc, vous proposez des ressources pour éviter que l'élève se retrouve sur Internet pour faire de la recherche d'informations, c'est trop. Il y a de la publicité, on ne contrôle pas la qualité du contenu. Donc, vous allez réunir les ressources à un endroit bien précis et demander à l'élève de consulter, de prendre des notes. Et à la quatrième étape, vous allez après qu'il ait consulté ces ressources, qu'il ait pris des notes, il résout le problème et des projets. Donc là, il propose une nouvelle solution, différente de ce qu'il a émis comme hypothèse de départ, probablement. À la quatrième étape, vous lui proposez un test de validation de connaissances pour voir qu'est-ce qu'il a appris. Et aussi pour lui donner une opportunité à nouveau d'apprendre encore. Donc des tests, et puis on vous demande de beaucoup mettre l'accent sur la qualité de la rétroaction que vous allez proposer dans ces tests-là. Ça va vous permettre aussi de ne pas être tout le temps derrière l'élève pour faire un suivi. Alors, là, en ce moment, vous allez pouvoir mieux travailler avec l'élève et puis le rendre plus autonome. Si les tests sont bien construits, si les rétroactions sont de qualité. Et une fois qu'il a fait le test de validation de connaissances, on lui demande de comparer la solution finale qu'il avait proposée au problème à celle qu'il avait au départ. Et aussi de comparer cette solution-là à l'exemple de solution que l'enseignant a proposé pour ce problème ou pour ce projet-là. Donc, vous voyez, c'est comme une boucle, mais c'est pas linéaire, c'est vraiment avec des allers-retours.
la possibilité chaque fois de permettre à l'élève d'apprendre encore et encore. Donc, si vous avez des questions, on va pouvoir en discuter après. Merci. Donc, merci Raoul pour l'approche par problème et l'approche par projet. Donc, dans l'auto-formation, vous avez des détails de plus là, pour comparer, différencier projet, problème, etc. Donc, on vous invite à aller voir dans l'auto-formation pour plus de détails à ce sujet-là. Donc, prochaine approche que l'on cible, nous, comme équipe, dans l'utilisation du numérique en maths sciences, c'est l'approche inductive. Louise. Oui, l'approche inductive, c'est une approche qui permet, bon, pour différencier un petit peu ces approches pédagogiques, surtout dans le cadre de l'apprentissage à la maison, c'est une approche qui permet aux élèves de trouver des règles ou de généraliser à partir d'observations et d'expériences qu'ils vont faire. Donc, avec le numérique, c'est quand même une approche qui est plus facile à faire ou à mettre en place. Donc, avec l'approche inductive, je vais faire un petit peu une comparaison avec les différentes approches. Donc, au niveau des pratiques, il y a ce qu'on appelle l'approche déductive. Une approche déductive, c'est qu'on donne la règle, on donne l'explication et on demande après ça aux élèves de la mettre en application avec plusieurs exercices, plusieurs activités. Alors qu'en approche inductive, il y a plusieurs pratiques, dépendamment du concept et dépendamment aussi du contexte dans lequel on va amener ces apprentissages-là avec les élèves. Donc, une pratique inductive consciente par découverte guidée, c'est fait plus en synchrone, par exemple, ou avec un document assez bien organisé. Donc, on va donner des exemples aux élèves, puis on va les questionner au fur et à mesure qu'ils vont faire les découvertes. Donc, on va orienter un petit peu leur observation. Et au fur et à mesure qu'eux vont émettre l'observation ou la règle, à ce moment-là, on va l'expliquer de façon plus guidée ou plus explicite, en fait. Donc, on amène tranquillement les élèves à découvrir la règle. Quand on parle d'une pratique inductive suivie d'une explication explicite, à ce moment-là, ça se fait en 2 temps. Donc, on met l'élève en action de découvrir finalement la règle, de faire lui-même ses observations et ensuite on l'amène on explique la règle, on lui donne l'explication. Par exemple, si on veut montrer aux élèves ce que c'est un diagramme de quartile, on va partir avec une activité où il va avoir à travailler sur un diagramme de quartile et ensuite, par une vidéo ou par une explication, on va lui montrer comment construire le diagramme de quartile. Mais au moment où il va apprendre à construire le diagramme, il va savoir à quoi ça sert et comment l'utiliser. Le numéro D, pratique inductive implicite avec matériel structuré. C'est une pratique ou une approche finalement qui est utile quand on va travailler avec des concepts comme le rôle des paramètres dans une fonction ou dans une relation. Donc, on fait travailler l'élève avec du matériel déjà bien structuré. Il répond à des questions, on va l'amener à faire des tâches, mais on ne donne pas la règle. On ne va pas lui dire, par exemple, le paramètre A va permettre, par exemple, si le paramètre A est positif, bon, la quadratique est orientée vers le haut, etc. On ne va pas lui dire ça. C'est lui qui va émettre ces règles-là. On n'a pas besoin de les donner parce qu'il est capable de les voir et de les écrire. Et c'est lui qui va les découvrir par des activités. Donc, des logiciels comme Graphpebble ou GeoGebra ou Desmos vont permettre ce genre d'approche-là. Le dernier, pratique inductive implicite sans matériel structuré, c'est qu'on va mettre l'élève dans un contexte où il va faire des observations, mais que c'est pas nécessairement l'objectif principal d'apprentissage, sauf qu'il va pouvoir s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, comme la commutativité de l'addition, de la multiplication, on peut, dans nos étapes, faire montrer ces exemples-là, mais sans nécessairement que ça soit l'apprentissage visé. Mais il faut quand même, nous, quand on prépare l'activité, planifier comme quoi qu'il va y avoir une pratique, bon, un apprentissage implicite. Souvent, on veut tout prévoir pour l'élève, dès qu'on fait une action, on lui explique, mais il y a des actions qu'on n'a pas vraiment besoin d'expliquer. Il va le voir, puis il va le comprendre par lui-même. Donc, c'est une pratique comme ça qui est intéressante. Puis, dans un logiciel comme Graphpebble, on peut tout planifier ces actions-là dans la configuration.
Donc, ça peut être aussi intéressant là, à voir. Donc, si je résume, quand on a une approche inductive, on choisit d'avoir une approche inductive. Il faut que notre apprentissage, notre objectif d'apprentissage soit quand même clair, puis de vérifier si l'élève peut être capable de faire son bout de chemin tout seul, s'il a les connaissances antérieures avant, puis offrir tout le temps quand même un document. On ne peut pas dire à l'élève, ben, fais juste jouer avec les curseurs, tu vas apprendre tout seul, là, ça ne se fait pas comme ça. Donc, il faut vraiment avoir quand même un document derrière ou une activité ou une vidéo pour amener l'élève à faire ses observations. Donc, merci Louise. Donc, ceux qui sont en sciences dans la salle, je ne sais pas s'il y en avait, mais en sciences, par exemple, comme une expérience, on a notre protocole, on a une démarche à faire pour expérimenter, donc on peut utiliser un peu cette approche-là aussi avec les maths, les objets mathématiques et autres. Donc, c'est un peu l'approche inductive. Donc, ici, prochaine approche qu'on va vous jaser, qu'on cible, nous, dans notre pratique, c'est l'approche Matisse, donc mathématiques, arts, technologie, ingénierie et sciences, STEAM en anglais. L'approche Matisse, dans le fond, on l'utilise beaucoup, nous, dans les labs créatifs, mais aussi pour donner sens au projet que l'élève peut faire. Donc, on a une approche par projet, une approche par problème. Ben, ça serait bien que le problème ou le projet ne soit pas uniquement mathématique ou uniquement science. On aime y ajouter une autre discipline ou plusieurs pour donner sens au projet. Donc, cette approche-là amène plusieurs avantages. Je vous mets la source dans le clavardage d'André-Caroline Boucher, pardon, qui est au service national des arts, qui a développé un peu, bon, c'est elle qui a dessiné ce beau schéma à l'écran. Moi, j'ai pas de talent en art, donc il n'y a pas question que je dessine ça. Donc, Matisse peut vraiment aider les élèves à comprendre un peu mieux des notions en maths et sciences parce qu'on va les raccrocher à la vraie vie, en guillemets, à une approche orientante. Ça va stimuler d'autres choses qu'on a en maths et sciences, donc un peu plus de créativité peut-être, etc. Donc, cette approche-là, pour nous autres, est payante là, à utiliser avec les élèves à certains moments sur certains projets. Donc, l'approche Matisse, on vous encourage à lire là-dessus. Il y a des beaux avantages, il y a des choses à faire. Plus facile au primaire qu'au secondaire parce qu'on connaît au secondaire deux profs de disciplines différentes. Pas toujours évident de faire le même projet, mais on est à distance. L'élève peut facilement être dans une classe et l'autre. En tout cas, je vous laisse réfléchir à ça. Il y a des belles possibilités avec le COVID. Dernière approche qu'on va vous jaser, ben en fait, c'est pas une approche, c'est un peu un modèle d'engagement de l'élève. Raoul va vous expliquer un peu que nous autres, le but, c'est pas juste de faire consommer un objet à l'élève, mais bel et bien d'essayer d'y en faire faire. Donc, par rapport au modèle d'engagement de l'élève, ici, les questions pour l'enseignant de se demander, dans l'activité que je suis en train de faire, qu'est-ce que mes élèves font? Est-ce qu'ils sont des consommateurs ou est-ce qu'ils sont des créateurs? Est-ce que je leur demande juste de regarder une vidéo sans rien faire? Donc là, c'est consommer. Ou est-ce que je leur demande de produire une vidéo? Là, c'est créer. Donc, on s'appuie ainsi sur le modèle qui a été développé par Margarida et Thérèse Laferrière en 2015, qui nous dit qu'en fait, en lien avec l'usage du numérique en éducation, on peut distinguer 5 niveaux d'engagement de l'élève. Un élève consommateur passif qui regarde peut-être juste une vidéo, ou un élève consommateur interactif qui clique juste sur des affaires, des puzzles. Ça peut être un élève qui passe son temps à cliquer pour associer des affaires. Ou alors un élève qui crée du contenu, un élève qui produit. Ça veut dire qu'en ce moment, on a un élève qui va peut-être fabriquer sa vidéo, qui va créer sa vidéo pour expliquer une notion. Un élève qui va peut-être faire une modélisation d'une structure pour expliquer une notion. Ou un élève qui va peut-être juste concevoir un audio ou une diapositive pour expliquer une notion. On peut aussi penser à la co-création si on veut par exemple travailler la créativité et la collaboration. Donc on va parler de co-création de contenu. Donc ça veut dire qu'on va associer un ou deux élèves ou plusieurs élèves ensemble pour créer un contenu, que ce soit une vidéo, un PDF, un PowerPoint, un audio, un jeu, donc ou même un dessin. Et on peut décider en ce moment où on a des parents à la maison, où on a des grands-parents par exemple qui sont peut-être isolés, de travailler sur des projets qui vont permettre à l'élève d'impliquer leurs grands-parents. Donc là, on va parler de la co-création participative de contenu. Donc ce qu'il est important de retenir ici, c'est que dans les différents projets ou problèmes que vous aurez à poser à l'élève, il faut se demander quel est son rôle dans ce projet.
est-ce que je l'implique comme créateur ou comme consommateur? Nous ne sommes pas en train de dire ici que la consommation ne peut pas être utilisée. Dans certains cas, ça peut l'être, mais nous visons beaucoup plus le niveau des créations. Donc, toujours se questionner par rapport à ça. Production de webinaires participatifs. On fait venir nos enfants, faire une accolade, dire ça fait de la production de webinaires participatifs. On fait venir nos enfants, faire une accolade, dire ça va bien maman. Donc ça va très bien pour ça. À noter que la flèche, là, si vous regardez la flèche bleue qu'il y a dans le schéma qui est à l'écran, cette flèche-là ici, on aurait pu en faire une inverse pour le temps que le prof a à mettre pour faire l'activité. Si vous ne faites que faire consommer passivement, vous devez faire tout le matériel, vous devez faire la vidéo, les notes de cours, etc. Si vous demandez à l'élève d'en faire, oh, là, ben, on pose un problème. Donc oui, on va mettre du temps dans la planification, comme Raoul l'a dit, dans certains outils de retour, etc. Mais on a un peu moins de travail à faire de production de notre côté de prof. Donc à distance, pensez donc dire, ah ben, on va leur faire une petite synthèse sur tel sujet. Donc, c'est pas vous qui faites la synthèse, c'est l'élève, et ça devient une tâche, l'élève, en la faisant, ben, on pense, et on pense pas, on est sûr qu'il y a des apprentissages qui se font. Donc, ça, ici, modèle d'engagement de l'élève, c'est quelque chose à penser, varier ça. Oui, la consommation, des fois, c'est le fun, mais le faire produire, c'est cute, et c'est cute comme dans le clavardage. On va vous donner des outils. Donc là, on passe aux étapes des outils numériques en maths, sciences, technologies pour arriver à faire ça avec vos élèves. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire produire qui va donner du sens en maths et sciences? Il ne faut pas juste produire tout le temps la même affaire, un fameux PowerPoint qu'ils font depuis la première année du primaire ou quoi que ce soit. On va utiliser des outils maths sciences. On va vous en présenter quelques-uns. On a 3 sections, 3 groupes d'outils. Donc, animation, simulation, qu'on a mis dans un même paquet. Donc, animation, je me rends sur une page, j'ai un petit curseur qui fait bouger quelque chose, animation. Je me rends sur une page, par contre, où là, je peux bouger différents outils, je pèse sur un bouton, ça simule un environnement physique, chimique, biologique, peu importe. Ben, on va rentrer ça dans la simulation. Donc, ça, c'est notre premier groupe d'outils, d'objets maths sciences qui existent. Deuxième chose, des plateformes collaboratives d'apprentissage en maths. Donc, Desmos et GeoGebra, on vous présente ça tantôt. Et finalement, d'autres applications qu'on aime beaucoup au Service national du RCMST qui peuvent être utilisées à distance pour construire, créer, faire des maths et sciences aux élèves. Donc, c'est les 3 catégories. Première catégorie, on a des animations et simulations. Donc, faites Microbit, Tinkercad et GeoGebra. Je vais laisser parler Marc-André qui va nous présenter les premiers outils. Bonjour, j'espère que mon micro fonctionne bien. J'ai fait quelques erreurs là, au début de la rencontre. J'ai partagé mon lien d'animateur avec une collègue de travail. Donc, Nancy, tu es rendue dans les animateurs. Donc, mes collègues, peut-être faire bouger les acétates parce que je n'ai pas accès en tant que participant aux acétates. Merci bien. Donc, dans les simulateurs, un incontournable là, pour nous autres au niveau du récit MST, là, le simulateur PHET de l'Université du Colorado, c'est des simulations interactives que l'université a réalisées. Ça fait longtemps que ça existe. Ces animations-là s'adressent à 5 domaines en tant que tels, là, sciences, chimie, physique, mathématiques, sciences de la Terre, puis biologie. Il y a plus de 150 simulateurs. Ces simulateurs-là ont été validés par des chercheurs. Donc, lorsqu'on va les utiliser avec les élèves, les notions qu'on observe, c'est des notions qui sont, je veux dire, validées par les universitaires puis les enseignants pour faire observer des phénomènes bien précis aux élèves. C'est sûr qu'au départ, la plateforme pour PHET, c'est une plateforme qui est en anglais, mais toutes les animations peuvent être traduites en français. La majorité des présentations ont été transformées en HTML5, ce qui veut dire on peut les utiliser avec tablette ou encore ordinateur. Il y en a quelques-unes qui sont encore en Java, là, ça me prendrait absolument un portable pour l'utiliser avec les élèves. Il y a également une section enseignante. Donc, cette section enseignante-là vous permet d'avoir accès à une multitude d'activités qui ont déjà été testées avec des enseignants, que ce soit au niveau primaire, secondaire, cégep, université. Donc, vous pouvez prendre ces activités-là. Vous pouvez les modeler pour faire les activités que vous voulez avec vos élèves. Faire la traduction, bien sûr, en français, il n'y en a pas énormément.
mais vous pouvez en faire la traduction. Puis la façon de l'utiliser le plus efficace, c'est de le présenter très rapidement, mais la grande majorité des simulateurs qu'il y a là sont très intuitifs. Ce qui veut dire, on donne une consigne aux élèves, puis ensuite de ça, ben, on utilise une approche un peu intuitive dans laquelle le jeune va jouer, il va faire ses observations, on le questionne sur ses observations. Ça peut se faire en asynchrone où on donne la tâche, l'élève va le faire tout ça, mais on peut même le faire avec les élèves. On leur donne un 5 minutes pour jouer avec l'animation, puis après ça, on fait un retour ensemble, puis on regarde qu'est-ce qu'ils ont observé, les phénomènes. Donc, c'est quelque chose qui est bien fait. Dans la présentation, là, j'ai monté une petite activité là, sur l'électricité statique, juste pour illustrer le genre de choses qu'on peut faire. Donc, vous pouvez avoir accès là, à cette petite activité-là. Si on passe au prochain simulateur, ceux qui connaissent Microbit, bon, c'est un microcontrôleur, c'est physiquement une pièce électronique qu'on a entre les mains. Cependant, MakeCode fait ce qui est très intéressant, un simulateur. Donc encore là, on pourrait utiliser une approche par projet, donner un défi, un projet aux élèves. Puis ensuite de ça, ben, les élèves vont pouvoir faire la programmation de leur défi. Et avec ça, ben, comme vous voyez dans l'image là, à gauche, là, ben, on peut activer le simulateur, puis on va voir la répercussion qu'il va y avoir dans l'animation, la programmation que le jeune va avoir faite. Donc, si on veut faire un peu de programmation, ben, on peut utiliser justement ce simulateur-là, même si les élèves l'ont pas entre les mains. Souvent, parce que lorsqu'on commence, des fois, on n'est pas à l'aise, puis on se dit les élèves seront pas à l'aise. Essayez. Si une chose qui peut être très facilement faite, là, c'est du remixage. Je veux dire, vous prenez déjà quelques blocs que vous donnez, vous partagez, parce qu'il est possible de partager vos codes avec les élèves. Puis à ce moment-là, eux autres vont partir de ça, puis ils vont essayer de les rebrasser pour être capable de faire un projet avec le départ de programme que vous allez avoir proposé là, justement au début de votre activité. Si on va dans le dernier simulateur pour ma part, Tinkercad Circuit, peut-être plus deuxième cycle du secondaire, si on peut revenir en arrière de 1 sur la présentation, merci. Donc, Tinkercad Circuit, c'est un simulateur de circuit électrique. C'est sûr, pour ceux qui connaissent Arduino, on peut pousser un petit peu plus loin puis faire de la programmation, puis avoir de la programmation, mais aussi faire les circuits avec les modules Arduino, puis vérifier si notre code fonctionne. Cette partie-là est bonne. Mais pour ceux qui veulent pas pousser aussi loin, puis juste remettre dans l'action leurs élèves, parce que souvent, là, pour l'électricité, la majorité d'entre vous l'ont probablement fait au milieu de l'année, probablement avant le confinement, la partie sur l'électricité était faite. Donc, si vous voulez revalider les acquis, ben, vous pouvez lancer des défis. Les élèves vont faire leur circuit. Vous allez ensuite de ça, ils peuvent prendre des mesures parce qu'on peut brancher un ampèremètre, un voltmètre, un ohmmètre à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, ils peuvent valider justement les mesures, puis on peut faire les ajustements sur les résistances, la source. Donc, on peut mettre des valeurs là pour que les élèves soient capables de faire un laboratoire. Donc, ces simulateurs-là, ce qu'il y a d'intéressant pour les trois, là, c'est que les élèves peuvent faire des laboratoires, même si on est en distance. Souvent, on aurait tendance à essayer de dire, ben, je vais me filmer en train de faire le laboratoire, puis je vais leur présenter le vidéo. C'est très passif comme action pour les élèves au niveau d'utiliser les technologies. Ça se fait, mais il y a d'autres outils qui rendent l'élève actif. C'est ça qu'on veut faire justement avec les simulateurs qu'on vous propose. Donc ici, là, Tinkercad, circuit, vous avez Microbit juste avant et premier fait. Vous avez des choses pour les plus petits. Donc évidemment, pas Tinkercad circuit, l'électricité. On va laisser ça pour le secondaire, mais au primaire, vous avez des animations, des simulations qui peuvent être utilisées en maths et sciences. Microbit peut être utilisé au primaire là, aussi pour apprendre à programmer, comprendre c'est quoi la lumière, parce qu'il y a un capteur de lumière, le son et autres. Donc, il y a des choses à faire avec ça pour le primaire aussi. Donc, c'était les premiers outils. Prochain outil qu'on vous présente, en fait, ressources qu'on vous présente, GeoGebra. Donc, il n'y a pas juste l'outil à utiliser, il y a plein de choses que des gens ont fait. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas de vie. Ben, il faut profiter de ces gens-là, puis Louise va nous dire comment. Oui, ben GeoGebra, c'est connu pour les mathématiques, mais il y a beaucoup de gens en sciences qui ont créé des simulations avec GeoGebra. Là, sur la diapositive qui est web, c'est cliquable. Hein. Vous avez la page de recherche est cliquable, mais là, j'ai fait une recherche juste avec sciences, physique, chimie.
Puis les deux autres aussi là, sont cliquables donc, avec le simulateur pour les atomes, puis pour l'optique. Donc, vous pouvet, sans être capable de faire les simulations, utiliser celles qui sont là. Puis c'est comme pour les simulations de PHET aussi. Les simulations peuvent servir pour enseigner. Donc, quand vous faites l'enseignement synchrone, vous pouvez partager l'écran et montrer ou donner des activités aux élèves pour qu'ils fassent la simulation comme si c'était un laboratoire, comme par exemple celui en optique. Donc, l'élève peut choisir son milieu 1, son milieu 2, puis là, il voit ses angles de réfraction. Il peut même afficher l'angle, comment il s'appelle, l'angle réfléchi, c'est ça? Prof de sciences. Et donc, on peut partir de ce simulateur-là pour faire des activités avec les élèves. Puis, cela, j'avais remarqué qu'il y avait dans les milieux, il y a le plexiglas. Donc, c'est important à savoir comment on est réfracté quand on est devant un plexiglas ou derrière. Donc, vous pouvez aller voir ces activités-là. Vous pouvez aussi, dans GeoGebra, vous créer des livrets pour regrouper finalement les activités que vous avez à faire aux élèves et puis les regrouper finalement par thème là, ou par sujet à apprendre. Prochaine ressource, en fait, c'est les deux plateformes qu'on utilise là, en maths, donc GeoGebra et Desmos. Sur les liens, là, donc ce qu'on vous a dit, là, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, là, mais les liens qu'on vous dit, là, la diapo dynamique, tout. Donc présentement à l'écran, vous avez une version statique là, de nos diapositives, de notre présentation. On vous pousse depuis tantôt plusieurs fois le lien vers la présentation qui est web, qui, elle, contient la beauté de tout ce qu'on a pu faire pour vous autres. Donc, des liens cliquables, les images cliquables de ce que Louise vient de faire. Donc, c'est ça qui passe des fois, là, le lien direct vers une diapo. Donc, cette présentation-là, on vous le dit, vous pouvez l'utiliser, l'envoyer à vos collègues et autres. Si vous voulez avoir la présentation pour une raison quelconque, de pouvoir la modifier, envoyez-nous un courriel, ça va nous faire plaisir de vous envoyer ça, mais on ne voit pas pourquoi. Là, tout est pas mal sur l'auto-formation qui est déjà copiable. Donc, GeoGebra. Louise, là, on rentre dans l'utilisation de GeoGebra. Oui, en mathématiques, ici. Donc, GeoGebra, c'est une plateforme d'échange et de collaboration qui est multiplateforme, donc qui peut être utilisée sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone, qui peut être aussi téléchargé sur ordinateur ou utilisé en web. C'est un logiciel libre, gratuit et entièrement traduit en français. C'est un logiciel aussi où les applications peuvent être intégrées dans d'autres plateformes, par exemple dans Google Classroom, dans OneNote, dans Moodle. C'est le logiciel qui est aussi intégré dans ceux qui utilisent Smart Notebook, donc qui est intégré à l'intérieur, puis il s'intègre aussi dans le sens, vous pouvez écrire sur le tableau et draguer finalement, je cherche le mot français, draguer votre équation dans le graphique, puis il va automatiquement se construire un graphique. Donc, c'est un logiciel qui est assez convivial là-dessus. Sur la plateforme, si vous ne voulez pas encore là, créer des activités vous-même, vous pouvez utiliser ce qui est en ligne. Il y a beaucoup de matériel de fait. En français, vous allez trouver énormément. Il y a un outil de recherche qui est intéressant là, quand vous cliquez dans les ressources. Moi, je vous conseille de vous créer un compte, même si c'est pas obligé de se créer un compte pour l'utiliser. Mais en se créant un compte, c'est qu'on peut plus facilement partager les activités, les mettre dans les favoris, s'abonner à d'autres personnes aussi. Quand on voit qu'il y a des gens qui produisent du matériel intéressant, on peut s'abonner à eux, puis recevoir des notifications. On va revenir à la diapo. Ça va? OK, voilà. Une autre option aussi qui est intéressante, c'est qu'on peut créer des classes virtuelles où on fait un suivi personnalisé aux élèves. Donc, on inscrit les élèves, puis on peut leur donner des devoirs avec des échéances ou pas. Et ensuite, on peut voir ce qu'ils ont fait. On peut leur demander de faire des constructions. On voit la construction qu'ils ont fait. Ou si on peut mettre des questions, puis mettre des commentaires, redemander de recommencer la tâche ou accepter la tâche.
On peut aussi offrir aux élèves de travailler à plusieurs parce qu'il y a un forum, donc on peut faire partager. On peut partager des vidéos, des documents et tout. Comme application, il y a plusieurs applications. Les 4 que je considère les plus intéressantes là, pour faire travailler les élèves, il y a la géométrie 3D, donc pour travailler vraiment sur 3 axes, les solides. Ça permet aussi d'enregistrer les fichiers pour faire des images dans vos documents, des belles figures dans vos documents, mais aussi on peut envoyer ça en fichier STL pour éventuellement être imprimé sur une imprimante 3D. Il y a la géométrie, le logiciel calculatrice géométrie, qui est approprié vraiment pour le primaire, dès le primaire. Je vais vous... pour le primaire, ce matin, il y a des gens qui avaient demandé s'il y avait quelque chose au primaire. Ça m'a pris 15 minutes, j'ai fait un livret pour les primaires. Oh, ça ne marche pas comme ça. Coller, voilà. Donc, on peut faire beaucoup d'activités aussi, puis faire travailler les élèves, faire de la construction en limitant le nombre d'outils qu'on va leur mettre disponibles. Il y a la calculatrice graphique, donc on peut écrire des équations avec les paramètres qui sont avec des curseurs pour faire tracer les fonctions, les relations avec quelques outils aussi. Et il y a la calculatrice qu'on appelle classique, où il y a aussi l'outil, il y a tous les autres outils, mais il y a aussi l'outil table caractère, faire des nuages de points. Et bon, finalement, c'est des histogrammes, par exemple, ou faire des distributions à 2 caractères, faire des nuages de points. Et bon, finalement, c'est assez quand même complet comme outil. Et puis, il y a aussi la calculatrice scientifique et la calculatrice formelle, là, que je n'ai pas montré ici, mais qui peuvent être utilisées. Puis, il y a une formation sur Campus Récit pour GeoGebra 1. Donc, je présente les 3 outils principaux comme ça aussi, comment s'ouvrir un compte. Je suis en train de travailler sur GeoGebra 2 qui va porter sur la construction d'activités puis de livrets et les groupes. Donc, je vous invite là à participer à ces formations. Merci Louise. Donc, vous avez vu là, dans le clavardage, elle a partagé un livret pour le primaire. Donc, au primaire, encore là, ce n'est pas nécessairement l'élève qui va utiliser GeoGebra, mais il va utiliser une animation présente dans GeoGebra. Profitez de ceux qui n'ont pas de vie, comme j'ai dit, puis qui ont publié déjà du matériel. Ça va être payant. Comment chercher dans GeoGebra? Ben, j'ai mis deuxième cycle du secondaire, j'ai mis le lien. Vous faites juste mettre ce que vous voulez, là, ATS, ST, peu importe. Vous allez trouver des choses. Oui, Sonia. Louis, je voyais quelqu'un qui demandait si on peut faire les recherches par degré. Par sujet, j'étais certaine, par degré, je n'étais pas certaine, c'est que tu relançais la question. Par degré, c'est par... On fait juste l'écrire dans la barre, là, deuxième cycle secondaire, puis on a trouvé. Bon. Donc, je venais de donner le lien vers le deuxième cycle secondaire. Vous pouvez écrire ce que vous voulez là-dessus, même le titre du cours, là, ST, ATS, peu importe. Donc, Desmos, Madame Stéphanie. Oui, en fait, en mathématiques, pour le secondaire, mais aussi pour le primaire, on entend parler de Desmos depuis quelques années déjà, mais dans le contexte actuel, Desmos est vraiment très présent dans les discussions sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de partages d'effectués par rapport à cet outil-là pour l'enseignement des mathématiques, parce qu'il y a un espace enseignant qui permet vraiment là, de faire vivre des activités à distance à nos élèves. Mais avant de parler de l'espace enseignant, je veux quand même glisser quelques mots sur la calculatrice graphique qui peut quand même être pertinente elle aussi là, à distance. Donc, vous avez un exemple à l'écran de ce qu'on peut faire avec la calculatrice graphique. C'est un outil qui est en ligne, qui est gratuit, qui est convivial, qui est en français aussi. Au secondaire, on peut travailler les différentes fonctions, les modes de représentation de ces fonctions-là, la trigonométrie, les statistiques, etc. Pour le premier et le deuxième cycle du secondaire surtout, mais je vous dirais que c'est particulièrement au deuxième cycle du secondaire que le plein potentiel de la calculatrice de Desmos est exploité. C'est une belle occasion. Tu sais, tantôt, Raoul nous parlait de l'approche par projet, là, donc ou par problème. C'est une belle occasion de faire vivre ce genre d'activité-là à vos élèves. Par exemple, justement, dessiner un arc-en-ciel emoji. Ben, ça a peut-être l'air de rien, mais c'est former des coniques, d'inéquations et de restrictions sur nos fonctions. En fait, c'est le cercle qui est non centré à l'origine qu'on utilise pour faire ce genre de création-là.
Donc, l'approche inductive aussi peut être sollicitée dans ce genre de projet-là. L'élève est en posture de création. Tantôt, on parlait de consommateur-créateur. Ben là, il est plutôt un créateur ici. La place de l'essai-erreur est grande, donc l'élève apprend par ses erreurs. Le caractère dynamique de l'outil permet de donner une validation rapidement. Donc, ça permet de comprendre le rôle des paramètres, des fonctions. L'élève peut vérifier rapidement là, s'il a bien compris tout ça. Ça donne du sens aussi aux apprentissages, ça laisse place à la créativité. Comment maintenant faire ça à distance? Même si vos élèves n'ont jamais fait de Desmos, ben c'est possible. On lance un défi, on leur envoie peut-être une petite capsule vidéo, dans ce cas-ci, là, qui explique le contenu utilisé, puis aussi quelques capsules vidéo sur l'usage de la calculatrice graphique de Desmos. Et ça, ces capsules-là, on en a sur la page, sur la chaîne YouTube du Récit MST. Donc, vous pouvez vous servir de celle-là directement. Puis des capsules explicatives sur les concepts, il y en existe plein sur le web aussi. Je vous mets dans le clavardage le lien vers cette création-là, que vous pourrez ouvrir et aller voir éventuellement. Maintenant, pour ce qui est de l'espace enseignant, ça donne encore une plus grande valeur ajoutée à l'outil Desmos en contexte d'enseignement à distance, parce que l'espace enseignant permet de faire vivre des activités d'enseignement-apprentissage qui peuvent être synchrones ou asynchrones. Donc, on peut faire ça en direct avec nos élèves. On peut voir, on peut même contrôler sur quelle page l'élève va travailler. On peut voir la progression en direct de nos élèves aussi à distance. Puis, en mode asynchrone, ben c'est tout à fait possible aussi. On peut lancer une activité à nos élèves puis aller voir quelques jours plus tard ce qui a été réalisé. On peut, contrairement à la calculatrice graphique, dans l'espace enseignant, on peut vraiment travailler tous les champs de la mathématique. On peut aussi travailler du premier, deuxième cycle du secondaire et même du primaire là, cette fois-ci. Donc, apparemment, là, moi, je sais qu'au troisième cycle du primaire, c'est très, très, très valide, puis peut-être même plus tôt encore. Apparemment que ça s'utilise aussi dans d'autres matières, là, en français, en univers social. Là, il y a différents types d'activités qui permettent cette variété-là. Ensuite, donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que vous avez un exemple de tableau de bord devant vous. On peut voir la progression pour chaque élève. On peut aller voir dans chacun de ces écrans ce qu'il a répondu. Mais on peut avoir aussi un aperçu par écran. Donc, si on clique sur un écran, on peut voir tout ce que les élèves ont répondu pour cet écran-là. On peut aussi donner de la rétroaction individualisée à nos élèves à travers une espèce d'outil de clavardage à l'intérieur de l'espace enseignant, du tableau de bord de l'espace enseignant, pardon. Puis, ce qui est le fun aussi avec cet outil-là, c'est qu'il y a des banques existantes d'activités très grandes, très variées sur les différents réseaux sociaux, sur des sites web, des enseignants qui partagent leurs activités dont vous pouvez vous servir. Vous pouvez aussi les modifier et vous pouvez aussi créer vos propres activités. Puis, ce qui est bien avec cet outil-là, c'est que l'offre d'outils de création est tellement variée, puis c'est vraiment pensé pour la mathématique. Donc, on peut, possibilité même d'en faire des séquences d'enseignement-apprentissage complètes. D'utiliser l'approche par problème, l'approche inductive aussi. Possibilité même d'en faire des séquences d'enseignement-apprentissage complète dans une même activité, là. Donc, à l'intérieur de la même, il peut y avoir des capsules vidéo, il peut y avoir des questions, il peut y avoir de la validation. Donc, tout ça peut être intégré dans une seule et même activité. C'est une belle occasion aussi pour démarrer une activité avec une mise en situation qui déstabilise l'élève, qui crée une espèce de conflit cognitif, qui l'amène à vouloir s'engager dans l'activité. Tu sais, comme par exemple, on ne la voit pas très bien, mais celle-là, au début, on parle de bloc Lego. Puis ça nous amène à travailler les situations de proportionnalité. L'activité peut être pensée aussi pour amener l'élève à construire lui-même sa propre compréhension d'un concept, puis ensuite, bien sûr, de la valider. Donc, comme je disais tantôt, on n'a pas à réinventer la roue avec ça. Il y a beaucoup de choses existantes dont vous pouvez vous servir. Il existe aussi une auto-formation complète là, qui a été publiée récemment. Donc, à l'intérieur de cette auto-formation-là, vous pouvez apprendre à utiliser la calculatrice graphique et l'espace enseignant à votre rythme. On propose aussi, bien sûr, des formations en ligne. C'est ce qu'on va faire à la fin de cet atelier-là. Je vous partage aussi dans le clavardage l'activité que sur les blocs Lego
que je viens de présenter. Donc, je pense avoir un peu fait le tour pour Desmos, mais c'est ça, en fait, c'est même, l'espace enseignant, c'est même un ENA, environnement numérique d'apprentissage en soi, tellement tout ce qu'on peut faire à l'intérieur est très varié. Donc, merci. Donc, Desmos, GeoGebra, vous pouvez explorer ça pour vraiment faire des maths. On a dit, bon, il y a des choses en sciences qui se font avec GeoGebra parce qu'il y a des gens qui ont produit des animations qui ont un sujet de science. À Desmos, il y a peut-être des activités également. Donc, fouillez là-dedans. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre les logiciels pour l'utiliser, comme Stéphanie a dit et Louise aussi. Donc, allez voir, ces outils-là sont très performants pour notre domaine. Donc, les applications et approches. Donc là, on a parlé de simulation, d'animation, on vous a parlé des plateformes, grosses plateformes Desmos et GeoGebra, mais il y a des applications plus modestes qui font des choses en maths et sciences. Donc, on va parler de jeux d'évasion, Scratch Junior, Scratch, Verticad, Tinkercad et Graspable Math. Donc, collègues, déjà 51, on descend ça rapidement. Merci beaucoup. Donc, jeux d'évasion, Sonia. OK. Alors, pour les jeux d'évasion, évidemment, première des choses, dire qu'il y a une auto-formation complète qui a été mise en ligne il y a quelques jours. Et ce qu'on va faire dans le cadre de l'auto-formation MST à distance, c'est qu'on va s'intéresser particulièrement aux jeux numériques qui ont été produits pour pouvoir les faire à distance, parce qu'évidemment, là, toucher à des coffres, des cadenas et tout ça, c'est pas de mise actuellement. Alors, ce qui est intéressant dans les jeux d'évasion, c'est qu'on parle de résolution de problèmes en contexte. Donc, on commence souvent par une vidéo, par une proposition, et si les élèves doivent résoudre des problèmes, donc des énigmes, mais dans un but de découvrir, aider quelqu'un. Donc, il y a toujours une mise en situation. Donc, au niveau de la motivation, c'est intéressant. Comme principe de base, ben, il faut encore là commencer par se positionner sur quel outil on va utiliser. Donc, encore là, favoriser des outils qui sont déjà offerts dans votre commission scolaire. On a mis Teams et Meet, il y en a sûrement d'autres. Utiliser des outils collaboratifs pour inviter les élèves à laisser des traces de leur démarche. Donc, comment ils ont fait pour calculer, pour résoudre le problème. Donc, ça, c'est intéressant. J'ai nommé quelques plateformes où on trouve beaucoup de jeux. Donc, que ce soit, vous avez une liste ici, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir de l'interactivité. On peut même aussi intégrer des cadenas virtuels. Donc, le code QR que vous avez en haut à droite mène vers un Padlet de ressources où on a mis, entre autres, les liens pour faire un cadenas virtuel avec Scratch, avec Lockly. Alors, il y a un paquet de ressources existantes et encore là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de profs qui en ont déjà monté parce que c'est long, donc on peut vraiment reprendre le leur, pardon. Ils ont accepté de les partager gentiment. Alors, c'est vraiment ça. Puis si vous en faites d'autres, ben, on vous invite, dans le fond, à nous les partager pour qu'on les mette, qu'on les fasse circuler afin, dans le fond, de vraiment travailler davantage en collaboration parce que c'est vrai que c'est long monter ces jeux-là. Mais il y en existe vraiment une bonne banque en français depuis quelques années, là, puis particulièrement au niveau du numérique. Il y a eu beaucoup d'envols là-dedans, donc c'est intéressant. Si tu veux passer, je proposerai tout de suite la présentation avec Scratch Junior. Si vous êtes intéressé, particulièrement chez les petits, donc on parle souvent du préscolaire et du premier cycle pour Scratch Junior. Parfois, certains enseignants au début de la 3e année vont aussi le choisir. Donc, Stéphanie vous parlera de Scratch par la suite, mais Scratch Junior, donc plateforme de programmation qui peut être utilisée sur tablette, sur appareils infonuagiques comme les Chromebooks, mais aussi maintenant, il existe même une version sur les ordinateurs. Mais tout ça pour dire qu'avec Scratch Junior, on peut faire des propositions pour que les jeunes arrivent à faire de la création puis qu'ils arrivent à partager leur production. J'ai mis 3 exemples où on exploite davantage le plan cartésien. Ça peut être un bon moyen, par exemple, pour que l'élève nous laisse des traces de ses apprentissages, des faits numériques, donc la récitation des tables, pourrait illustrer, par exemple, le déplacement du lapin dans la forêt en comptant par bon. Donc, il y a des liens évidents à faire avec les mathématiques. Il y a des choses intéressantes et on peut, dans le fond, partager les productions pour les présenter et valoriser le travail qui est fait. Alors, à distance, ce sont de bons outils à utiliser, même chez les petits, et qui vont par la suite favoriser à ce qu'on travaille avec Scratch dans un but de programmation par bloc. Pour les plus grands, peut-être à partir du 2e cycle du primaire jusqu'à la toute fin du secondaire, Scratch est un logiciel de programmation qui est gratuit, qui est en ligne, convivial, ludique, créatif, mais avec lequel on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de liens avec le PFEQ en mathématiques à tous les niveaux d'enseignement.
Tous les domaines de la mathématique ici peuvent être touchés. On peut faire de l'arithmétique, de la géométrie, de l'algèbre, des probabilités, des statistiques. C'est très large les possibilités avec Scratch en mathématiques. Encore une fois, l'approche par problème est de mise, la place à l'erreur qui permet d'apprendre de nos erreurs. L'élève est encore aussi en posture de création. Toujours une dimension aussi ludique, créative, mais à travers ça, non seulement l'élève travaille ses concepts mathématiques, mais il développe aussi sa pensée algébrique, il développe sa pensée algorithmique. Comment faire Scratch à distance, même si, par exemple, on n'en a jamais fait en classe, c'est possible parce qu'on a des tutoriels d'initiation, encore une fois, sur notre chaîne YouTube du Récit MST, et on peut lancer des défis à nos élèves. Par exemple, comme celui qui est là. C'est le genre de défi que je lancerais à des élèves du premier cycle du secondaire. Donc, on peut même travailler à l'envers. Au lieu de les faire programmer en partant, ben, on leur demande plutôt de regarder le code qui est là. On voit ici que le code qui est présenté va faire le tracé d'une étoile. Puis le volet, l'intérêt mathématique là-dedans, c'est le fameux 144 degrés là, que j'ai entouré en rouge. Donc, il faudrait peut-être demander à l'élève de justifier pourquoi ça prend 144 degrés, parce que si on met 130 ou si on met 170, ça ne fonctionne pas, ça ne donne pas une étoile. Donc, là, vous voyez à droite, sur l'étoile de droite, le raisonnement mathématique en visuel là, pour arriver à 144 degrés, mais on pourrait demander les traces, les calculs, les justifications avec les propriétés des figures géométriques pour y arriver. Puis, par après, ben, on pourrait lui demander de dessiner le même genre d'étoile, mais avec 7 pointes au lieu de 5. Donc, le calcul, il va pouvoir réinvestir le calcul qu'il a fait. Puis, étant donné qu'il a un exemple de programmation de déjà fait, il va pouvoir s'en inspirer pour réaliser le nouveau défi. Donc, encore une fois, avec Scratch, il y a énormément de ressources existantes. Il y a une auto-formation complète aussi sur le campus Récit. En fait, il y a 3 auto-formations sur Scratch sur le campus Récit. Il y en a une sur Scratch Junior, il y en a une sur Scratch pour tous, donc qui est plus créatif, pour apprendre la programmation créative, puis il y en a une sur Scratch en mathématiques. Dans cette auto-formation-là, toutes les ressources sont partagées aussi. Les liens avec tous les programmes du primaire jusqu'à la fin du secondaire sont là aussi. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu. Je vais vous mettre encore une fois dans le clavardage le lien vers le projet Étoile que je vous ai présenté. Puis, pour continuer, encore avec le volet programmation, créativité, mais cette fois-ci en 3 dimensions. Je vous présente l'outil BlockSCAD. Donc, c'est un outil de modélisation 3D qui fait usage de la programmation afin de faire des conceptions. Encore une fois, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est en ligne. Même chose, apprentissage par projet, place à l'erreur. L'élève est encore une fois en posture de création. Mais en plus, ici, on fait le lien avec l'approche Matisse dont Pierre parlait tout à l'heure. Donc, ici, on pensait que c'était surtout un logiciel pour le secondaire uniquement, mais il est en train de faire ses percées au primaire, là, au 3e cycle du primaire. Il y a un petit projet qui est en cours actuellement. Comment, encore une fois, faire ça à distance? Ben, le principe est un petit peu le même que je vous disais tout à l'heure, c'est d'y aller avec des tutoriels qui sont existants sur notre chaîne YouTube, puis de lancer des différents défis. Le défi qui est là a été réalisé pour la 3e secondaire, donc vous voyez qu'on a 2 cornets de crème glacée, il y en a un qui a 3 boules, l'autre 2. Mais étant donné que le rayon est différent, le prix, même s'il y a 3 boules sur la première, le prix est plus petit pour la première des 2. Donc, ici, ça nous amène à non seulement créer, concevoir, mais aussi à généraliser des calculs un petit peu comme dans Scratch. Donc, qu'est-ce qu'on travaille quand on fait du BlockSCAD? Ben, on travaille, la mathématique est vraiment présente, là, autant dans les blocs de construction que dans la tâche demandée, parce qu'on peut avoir des mesures manquantes à trouver, parce qu'on a des contraintes mathématiques. On travaille le repérage dans le plan, on travaille les solides, les opérations, les transformations, variables et généralisation de calcul. Donc, encore une fois, développement de la pensée algébrique, pensée algorithmique, puis des tutoriels sont disponibles pour un enseignement à distance. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de maîtriser l'outil, il s'agit de fournir aux élèves un défi et les ressources nécessaires pour y arriver. Je vous mets un exemple dans le clavardage d'un tutoriel de notre chaîne YouTube. Merci Stéphanie. Pour la prochaine
la prochaine plateforme ou application, c'est Tinkercad. Tout à l'heure, je vous ai présenté Tinkercad Circuit. Cependant, à la base, Tinkercad, c'est probablement plusieurs personnes la connaissent plus sur une application de dessin 3D. Donc, c'est fait par Autodesk, c'est gratuit. Il y a une plateforme pour les enseignants, donc vous pouvez créer vos groupes à l'intérieur, partager les projets, etc. Donc, peut-être comme activité, si vous aviez déjà fait le module sur le dessin technique en 4e ou 3e secondaire, puis vous voulez pratiquer le dessin technique ou la lecture de plans avec vos élèves, vous pouvez leur envoyer justement les plans. Puis à partir de là, ben, ils vont avoir à faire la lecture des codes puis être capable de reproduire justement cet objet-là. Donc un petit peu comme dans les activités là, que Sonia vient de partager. Là, c'est des activités que j'avais faites pour faire quelques activités lors des auto-formations. Mais c'est une façon de l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser aussi pour la créativité. Vous leur lancez un défi d'imaginer un objet. Comment vont-ils imaginer cet objet-là? Plutôt que de l'écrire en écrivant du texte, ils vont l'imaginer, ils vont le créer, puis ils vont avoir l'objet 3D qui va pouvoir vous être envoyé justement là, comme projet. C'est sûr que c'est toujours plaisant de dire ben, on va l'imprimer aussi avec les imprimantes 3D, mais actuellement, dans le contexte, ça va être un peu difficile. Mais juste d'avoir un objet réel de créer qu'ils sont capables de voir, ça va augmenter là, beaucoup les stimuler justement là, au niveau de leur apprentissage. Tout à l'heure, juste avant, Stéphanie vous présentait Blockscan, mais également, il y a une programmation par bloc possible à l'intérieur de Tinkercad, peut-être moins intéressante pour certains que ce qu'on peut faire avec Blockscan, mais il y a une possibilité de l'utiliser également. Merci. Oui, prochain logiciel, je vais mettre le lien dans... OK, c'est déjà fait. Merci. Le prochain logiciel s'appelle Grasshopper. C'est un logiciel qui est uniquement web, mais il peut quand même être utilisé sur une tablette. C'est un logiciel de manipulation mathématique et algébrique, donc dans lequel l'élève va manipuler des nombres ou manipuler des expressions algébriques et des équations et des exponentielles, peu importe. Et puis, il fait la manipulation, il fait les calculs. Donc, c'est un logiciel que je trouve qui est utile pour une approche inductive parce que l'élève ne peut pas faire d'erreur. Donc, s'il essaie de cliquer, par exemple, sur le moins dans la première expression, le 5 moins 2 fois 3, s'il essaie de cliquer sur le moins en premier, ça ne marchera pas. Donc, il va être amené à faire les bons gestes. Puis, à ce moment-là, il va pouvoir en tirer ses conclusions pour la priorité des opérations, par exemple. On peut aussi faire des activités où on met des cases défis. Donc, quand vous ouvrez un compte enseignant là, qui est gratuit, vous pouvez faire des activités et les envoyer à vos élèves par un lien ou par Google Classroom, par exemple, et donner des activités à faire à vos élèves. Donc, l'élève, on peut donner 2 petites cases, par exemple, un carré plus un autre carré donne 9. On peut dire à l'élève, trouve 10 façons différentes d'arriver à l'opération. On peut aussi faire des résolutions algébriques avec, par exemple, une équation avec une variable. On peut faire aussi avec 2 équations de variables. Et on peut utiliser les logiciels, les applications GeoGebra, les 3 applications, c'est-à-dire calculatrice graphique, 3D et géométrie, peuvent être intégrées dans Grasshopper. Puis, ça devient interactif. J'écris l'équation et je peux la glisser dans le graphique, puis le graphique va se construire ou au contraire, faire un graphique et sortir l'équation pour pouvoir travailler avec le graphique. Donc, ça, c'est quand même, on peut même aussi ajouter du texte, des vidéos YouTube pour montrer à l'élève comment travailler avec. Une autre application qui existe aussi, je vais vous mettre le lien, il y a Activité. Ouais, on a le temps. Je peux faire contrôle. Il y a Activité aussi qui est assez récent. Donc, on peut monter des activités. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en partager une que vous allez pouvoir faire comme élève. Donc, on peut créer des activités et les envoyer aux élèves. Puis là, on peut faire un peu comme dans Desmos Teacher. Donc, on envoie l'activité et on voit les élèves au fur et à mesure qu'ils font l'activité. Et puis après ça, on peut faire le suivi personnalisé, c'est-à-dire de voir ce que les élèves ont fait avec toutes leurs étapes aussi. Parce que souvent, c'est ça qui est difficile de contrôler, c'est quelles étapes l'élève a fait. Donc, avec ce logiciel-là, on peut vraiment voir les étapes.
Puis, vous pouvez utiliser les activités faites par d'autres personnes et les copier et les traduire si c'est des trucs en anglais. Donc, à ce moment-là, ça vous donne quand même, vous n'avez pas à tout construire vous-même, vous avez juste à utiliser ce que les autres ont fait. Donc, Graspable, c'est quand même un outil qui est vraiment intéressant. Puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand on va travailler en mode synchrone puis qu'on donne des explications aux élèves par vidéo, on peut faire un partage d'écran et faire les démarches avec Graspable pour montrer comment faire. Ou on s'enregistre en vidéo, ou on fait une démarche et on fait une capture d'écran pour après ça envoyer l'image pour montrer comment faire. Donc, c'est un outil qui est vraiment comme pas mal incontournable, puis c'est très utile pour le primaire, mais aussi pour le secondaire. Donc, merci beaucoup. Là, vous voyez la limite de VIA, c'est-à-dire que la belle présentation que Louise nous a faite de Gaspable, c'est fixe. Allez voir, prenez le temps d'aller voir après la webinaire, la présentation live sur le web. Vous allez voir un peu ce qu'elle dit là, donc quand on résout des choses. Donc, Gaspable, c'est très dynamique, la mathématique, tant primaire que secondaire, comme la question qui a été posée. Donc, prenez le temps d'aller voir ça. Ça peut être un outil intéressant pour faire des maths, puis de ne pas avoir à utiliser un crayon toujours, là, d'utiliser un peu une genre de petite intelligence artificielle, des possibilités en mathématiques. Donc, merci de ça. Donc là, on vous a présenté plein d'outils. Plein, c'est relatif parce que c'est les outils comme nous autres, on a ciblés comme étant potentiellement intéressants pour notre milieu scolaire, parce qu'il y en a des millions. Mais donc, avec les animations faites, GeoGebra, Desmos et autres, vous avez vraiment une gang de logiciels en latin qui peut vous permettre de faire des maths aux élèves. L'approche, donc, retour à distance, là, donc le but aujourd'hui, c'est de vous parler un peu des maths sciences à distance. Donc, il y a des objets numériques qu'on va utiliser avec l'élève. On a une utilisation à distance, donc il faut prévoir comment je l'utilise à distance, comment j'envoie le fichier, comment j'envoie le problème, comment il me retourne la patente. Donc, il faut penser à la distance. Mais surtout, et le plus important, c'est l'approche pédagogique. Qu'est-ce que j'y fais faire avec cet objet-là, cet outil-là, qui va vraiment être payant? Donc, est-ce que je le fais travailler à faire une synthèse? Est-ce que je fais créer l'objet? Est-ce que je fais juste l'utiliser? Est-ce que je mets un peu de questions, problèmes à travers ça? C'était ça notre but aujourd'hui, de vous présenter une approche à utiliser à distance, les objets numériques. Partie importante. Donc, on a fini de présenter des choses. Vous avez, quelqu'un va mettre en lien le formulaire, c'est déjà fait, Marc-André lit dans mes pensées. Donc, vous avez un formulaire. Il y a plein d'outils qu'on vous a présentés. C'est intéressant. On vous en parle, c'est très, bon, on vous a juste parlé. Si vous voulez une formation sur ces outils-là, donc vous aimeriez travailler un peu Graspable, vous aimeriez aller voir les outils faits, vous aimeriez apprendre Desmos, ben, le formulaire, venez nous dire. Vous nous donnez votre nom, votre courriel, vous nous dites quelle formation vous aimeriez suivre dans les prochaines semaines. Parce que ça ne se passera pas tout lundi, OK, on se comprend. Donc, dans les prochaines semaines, on va faire un horaire, nous, avec ce que vous allez nous donner là, et on va vous le renvoyer par courriel. Donc, on va dire telle journée, telle heure, il y a une première partie sur Desmos, sur Scratch, sur FET, peu importe. C'est le formulaire qu'il faut utiliser pour aller compléter ça. Les horaires, là, on va essayer d'être le plus souple possible. Donc, on vous a demandé votre préférence en MPM. S'il y en a qui veulent être après l'école, donc plus tard que 3h30, vous nous envoyez un courriel. On va mettre l'adresse courriel, de toute façon, il est dans la présentation. Quelqu'un va mettre l'adresse courriel dans le clavardage. Donc, vous nous envoyez un courriel, dites, ben moi, je suis avec des élèves, puis j'aimerais ça suivre quelque chose. Vous nous envoyez un courriel tout simplement, puis on va essayer de s'adapter à vos besoins le plus possible. On ne promet rien, malheureusement, parce que nous autres aussi, on a des limites dans notre temps. Donc, complétez ce formulaire-là. Vous pouvez partager le formulaire. Donc, le lien qu'on vous a partagé, vous pouvez l'envoyer à vos collègues. Ils peuvent, même s'ils n'ont pas assisté aujourd'hui, au webinaire, ils peuvent venir demander des formations et suivre des formations avec les groupes qui vont être faits sous peu. Donc, la semaine prochaine, on vous envoie l'horaire relié à ces formations-là. Donc, prenez quelques temps là-dessus. La formation achève. Je veux juste vous dire merci. On revient, inquiétez-vous pas, je veux juste vous présenter ça. Donc, équipe RCMST comme adresse courriel pour rejoindre l'équipe. On a une page Facebook, on a un compte Twitter et une chaîne YouTube qu'on a parlé durant la journée. Donc, vous pouvez venir vous abonner à ça, questionner à ces endroits-là. Et avant de quitter, s'il vous plaît, allez répondre au questionnaire de rétroaction que le récit
mis en place, donc sur les rendez-vous virtuels. Quelqu'un va mettre le lien dans le clavardage pour aller compléter le formulaire. Donc, une petite évaluation toute simple pour essayer de voir est-ce que ça répond à vos besoins. Donc, merci beaucoup.